Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente Mathieu Roy, analyste en développement de fonds. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Marc-Olivier McNulty, vice-président chez Exavest, ici pour nous parler de leurs perspectives et stratégies dans un environnement où la volatilité des marchés boursiers est revenue en force. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de vous répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via la section Q&A de votre interface WebEx. Vous pouvez aussi communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Sans plus tarder, Marc-Olivier, la parole est à toi. Cette présentation WebEx, j'aimerais prendre les 25 à 30 prochaines minutes pour vous expliquer un peu là, qui nous sommes comme firme Exavest et surtout notre processus, comment on investit l'argent pour nos clients et aussi vous faire part un peu de nos vues de marché pour les 12 à 18 prochains mois. Effectivement, là, depuis le début de l'année, on a vu plusieurs soubresauts dans les marchés, donc les gens nous questionnent beaucoup sur nos vues à moyen terme. Donc, passons maintenant tout de suite à la page sur le processus d'investissement, page 3. Vous pouvez voir ici, si on peut tourner les pages, s'il vous plaît. Dans la page 3. Ici, vous avez un sommaire de notre firme. Donc, on est une firme qui est basée à Montréal, une firme qui a été créée en 2004 par 6 employés actionnaires. Notre firme est vraiment dédiée à la gestion d'actions mondiales pour une clientèle institutionnelle et aussi avec SSQ, une relation de longue date qui date à peu près le début de notre création pour une clientèle plus retail via certaines plateformes. Donc aujourd'hui, passé de 6 employés à 47, on gère 20 milliards d'actifs pour 187 clients institutionnels, signataires des PRI. Et vous voyez, là, notre clientèle est très diversifiée, que ce soit au niveau des fonds publics, corporatifs, des distributeurs de produits, des fondations. Au niveau des assurants, au niveau des mandats qu'on gère, 85 de notre chiffre d'affaires provient de nos actions mondiales et nos actions tous les pays, donc ACWI. Et la provenance des clients, plus de 55 de nos clients sont à l'extérieur du Canada, notamment en Asie, en Europe et aux États-Unis. On voit que notre approche d'investissement est une approche très unique. Quand vous regardez des gestionnaires avec une approche descendante, soit top-down, en Amérique du Nord, vous pouvez les compter sur les doigts d'une seule main. C'est un processus que vous allez voir est fait en équipe. On a une grande équipe qui couvre l'univers des actions mondiales. Avec un biais valeur et aussi avec une approche distinctive qui est à contre-courant. Donc, on va revenir un peu sur ce thème-là à travers la présentation. Et on est reconnu à travers les années depuis qu'on gère en 2004 de notre forte emphase sur la protection de capital. Et on fait ça de façon à vraiment prendre un peu moins de risques dans des moments où les marchés sont un peu plus volatiles. Donc, un processus qui, oui, date de plus de 25 ans, qui a été prouvé et certainement, là, on espère va être là encore pour très longtemps. Si on passe à la page 4, pour vous parler un peu de notre équipe de gestion de portefeuille, ici, vous avez l'équipe à l'intérieur des braquettes rouges, les 12 membres de l'équipe de gestion de portefeuille, composée de 4 régions, marché émergent, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Europe. Vous voyez, tous les gens qui sont ici sont les gens qui travaillent sur la stratégie mondiale de tous les pays. Donc, composé en haut de la page, ce qui est vraiment ombragé, notre équipe stratégie. Vous allez voir, l'équipe stratégie est l'équipe qui prend des décisions générales de la stratégie mondiale. Notamment, là, va prendre des décisions au niveau de la répartition régionale, des devises thématiques ou les risques. Et ensuite de ça, chacune des régions doit investir l'argent qui lui est soumise à l'intérieur des pays et des secteurs de sa région. L'objectif de chacune des régions, c'est de battre son indice de référence de 2 par année. Et si l'équipe stratégie arrive à allouer de l'argent correctement à travers les différentes régions, bien, on va rajouter davantage de valeur ajoutée par rapport à nos indices de référence. On a plus de 200 ans d'expérience
à travers ces 12 individus. Sachez qu'on est aussi en processus d'embauche pour ajouter 2 autres personnes, une au niveau des actions européennes et une au niveau de l'équipe stratégie. Passons maintenant à la page sur le processus d'investissement. À page 5, on peut voir ici l'équipe stratégie, comme je vous ai mentionné, quelles sont ses décisions. Vous voyez, il y a plusieurs décisions qui se prennent à l'intérieur de la stratégie, mais notre équipe en haut s'occupe vraiment de ce qu'on appelle nos perspectives de marché. Donc, à chaque trimestre, l'équipe de stratégie va développer ce qu'on appelle les perspectives de marché, qui va être un document évolutif de 25 à 30 pages, qui va donner nos vues sur les différents vecteurs qu'on regarde. On va prendre des décisions à plusieurs niveaux. Un, le risque. Ça veut dire quoi, le risque? Ça veut dire est-ce qu'on pense que les marchés vont monter ou vont baisser au cours des 12 prochains mois? Si on pense que les marchés vont monter, on va avoir peu d'encaisses dans notre portefeuille. Donc, ça, c'est une décision active qu'on prend. Si on pense que les marchés vont baisser, on devrait avoir un niveau d'encaisse plus élevé. Et aussi, on devrait avoir un bêta plus faible sur notre portefeuille, c'est-à-dire un portefeuille qui devrait bien réagir dans un environnement de baisse de marché. Au niveau des thèmes, qu'est-ce qu'on entend par thème? Bien, on entend notamment, ça peut être quelque chose sur l'énergie, par exemple. L'énergie est une décision d'offre et de demande mondiale, donc elle n'est pas spécifique à une région. Donc, c'est l'équipe stratégie en haut qui va prendre cette décision-là. Les régions, bien évidemment, si on pense que les marchés émergents vont surperformer l'Amérique du Nord au cours des 12 prochains mois, nécessairement, l'équipe stratégie va allouer plus d'argent à l'équipe marché émergent pour cette durée. Finalement, les devises, quelque chose que Exaverse fait aussi qui est assez unique, c'est qu'on gère activement les devises. Dans une approche top-down, c'est très naturel pour une firme comme la nôtre de gérer des devises, étant donné qu'on regarde l'environnement macroéconomique des pays. Donc, on prend nécessairement des positions, surtout sur les devises développées, notamment le dollar américain, l'euro, le yen japonais, la livre anglaise et aussi certaines devises de commodités comme le dollar canadien, le dollar australien. Une fois que ces décisions-là ont été faites, chacune des régions, des équipes régionales vont prendre des décisions eux-mêmes à l'intérieur des pays, des secteurs et des industries, mais tout en ayant en tête la perspective générale de la firme. Quand on passe maintenant à comment on évalue chacune des décisions d'investissement dans le portefeuille, en page 6, on voit ici les 3 vecteurs qu'on attribue une note. Donc, vous voyez l'environnement macroéconomique, l'évaluation et le sentiment. Vous voyez des plus et des moins à la droite du tableau. Juste savoir que pour chacun des 3 vecteurs, on alloue une note de façon mensuelle et trimestrielle qui va de triple positif si on est très favorable à ce vecteur-là jusqu'à étant triple négatif si on est défavorable à cette décision-là. Donc, l'environnement économique, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, c'est une multitude de facteurs qu'on regarde qui sont basés sur les économies respectives de pays et de régions. On va regarder, par exemple, la croissance économique qui est prévue au cours des 12 prochains mois, estimé par les analystes et les économistes. Et on va se poser la question, on est-tu d'accord avec ces perspectives-là? Si oui, on va regarder l'environnement macro en étant probablement neutre. Si on pense que l'économie va mieux faire que ce qui est anticipé par les économistes, on devrait avoir plus de positifs au niveau de ce vecteur-là. On se tourne ensuite à l'évaluation. Sachant très bien le contexte économique dans lequel on est, on se pose la question combien on paye pour ces perspectives économiques au cours des 18 prochains mois. Donc, on va regarder des séries de mesures très traditionnelles que plusieurs connaissent, comme les cours bénéfices, les cours valeur au livre, cours aux ventes. On va regarder le retour sur capital, taux de dividende. Et on va se poser la question, est-ce que l'évaluation pour ce pays ou pour ce secteur est attrayant ou est-ce qu'elle est dispendieuse? Si elle est dispendieuse, vous allez avoir des négatifs. Si elle est peu chère, on va avoir des positifs. Finalement, le sentiment, c'est le dernier vecteur qu'on regarde. C'est le vecteur qui est beaucoup plus qualitatif. C'est là où on va montrer notre approche à contre-courant. Donc, on va regarder plusieurs facteurs à l'intérieur de ce vecteur-là
Notamment, on va regarder les flux, où est-ce que les flux s'en vont des investisseurs institutionnels et aussi des investisseurs retail. Est-ce que ça s'en va, par exemple, dans une région spécifique ou dans un secteur spécifique? On va regarder la détention des investisseurs institutionnels, donc est-ce qu'ils sont fortement surpondérés, par exemple, aux États-Unis? Et ça nous donne une indication que plus les détentions et les flux sont importants à une région ou à un pays ou à un secteur donné, moins on va être favorable. La raison étant qu'on pense que plus il y a de monde dans une direction d'une transaction, ça veut dire que tout le monde y est pleinement investi. Et si les nouvelles sont négatives, bien, typiquement, tout le monde veut sortir en même temps et nous autres, on veut être déjà partie de cette décision d'investissement-là. On va aussi regarder notamment la performance relative entre les régions et on va aussi regarder le momentum. Si le momentum est fort à court terme, selon nous, c'est positif, mais plus le momentum devient à long terme dans une décision d'investissement, plus c'est négatif pour nous. Donc, ayant pris en considération ces trois vecteurs et toutes les décisions qu'on peut y acheminer, on voit ici en page 7 les déviations par rapport à l'indice de référence. Donc, vous voyez qu'au niveau des régions, des pays et des devises, nous pouvons vraiment dévier de façon importante de l'indice de référence. L'objectif étant qu'on veut prendre des décisions actives, mais on veut très bien gérer le risque. Donc, on se donne des balises qui sont quand même à plusieurs niveaux, notamment pays et régions de devises, mais aussi au niveau des secteurs. On se permet d'aller à 10 dans la caisse. Ça nous permet de gérer, si on veut, une autre classe d'actifs à l'intérieur du portefeuille quand on pense que les marchés vont baisser et typiquement qui nous a très, très bien aidé dans les corrections boursières. Pays hors indice, on peut aller jusqu'à 10 c'est dans les pays qu'on appelle frontier, qui sont un peu à l'extérieur des pays émergents, qui sont encore plus en développement, et aussi certains types peut-être très small cap dans des pays développés qui n'apparaissent pas nécessairement dans l'indice actif. En bout de ligne, le portefeuille que vous avez chez nous, c'est un portefeuille de 375 à 470 titres. Ça paraît beaucoup en nombre. Il faut juste savoir que c'est fait, ça a été désigné de cette façon-là. Pourquoi? Parce que en étant une firme top-down, on veut que nos vues soient bien exprimées au niveau des régions et des pays et des secteurs, non par le choix d'un seul titre dans ces secteurs-là. On veut être sûr de répliquer le rendement du secteur. Par exemple, si on pense que les compagnies pharmaceutiques en Europe vont mieux faire que les banques européennes, on ne veut pas être mis à risque en disant on aime les pharma, mais on a juste choisi un titre dans le secteur, puis malheureusement, c'est le titre qui est le moins bien fait à cause d'une raison X, Y ou Z. Donc, notre approche top-down génère à peu près 80 de notre valeur ajoutée à long terme. Il faut être sûr qu'on ne prend pas trop de risques spécifiques sur des titres. Donc, c'est vraiment notre façon de faire. Et finalement, on est très actif dans notre portefeuille. On cherche vraiment des opportunités. Vous voyez que la rotation du portefeuille se maintient n'importe où entre 35 à 100 dans une année donnée, la moyenne étant environ 50 Donc, quand on regarde le profil de risque et notre façon de gérer, c'est quoi la résultante à long terme depuis qu'on gère des actions mondiales? Vous le voyez en page 8. Donc, le tableau en haut à gauche, c'est un tableau qui exprime la volatilité de notre portefeuille par rapport à son indice de référence et aussi le rendement qu'on a octroyé à nos clients versus l'indice de référence. Ça, c'est pour le MSCI Monde. Donc, depuis 1999, on gère des actions mondiales. Ce qu'on veut ici, typiquement, c'est toujours être dans le cadran en haut à gauche. Ça voudrait dire qu'on bat le marché, mais avec moins de risques dans notre portefeuille. Et c'est ce qu'on a été capable de faire quasiment année après année. On peut voir, là, on se tient très, très bien dans ce cadran-là. Et comment on est capable de faire ça? On est capable de le faire avec le tableau en bas à droite. Vraiment, comment on capture les baisses de marché versus les hausses de marché. Donc, vous voyez, là, dans les baisses de marché, depuis 1999, des périodes mobiles de 12 mois, il y en a eu 69
et sur 69, on a battu le marché 68 fois. Donc, pour un taux de succès quasiment de 100 %. Et ce qui est encore plus important, c'est la valeur ajoutée par rapport à l'indice de référence qu'on va chercher, c'est-à-dire 7,7 %. Donc, par exemple, si le marché baisse de 20 %, typiquement, on devrait avoir baissé de 6-7 %. À 10 de baisse, on devrait être à 2-3. Donc, historiquement, c'est ce qu'on a été capable de donner. On a passé à travers deux grandes corrections boursières avec la bulle techno, la crise financière. Donc, notre historique est là. Au niveau des marchés haussiers, on ajoute de la valeur dans 52 % des périodes haussières sans nécessairement ajouter beaucoup de valeur. Mais comme on a tellement bien fait dans les baisses de marché, on est capable au net d'ajouter de façon substantielle de la valeur ajoutée à nos clients. La page suivante, c'est le portefeuille Acquis. Il faut comprendre que le portefeuille Acquis est beaucoup plus jeune. Il a été lancé en 2010. Donc, vous voyez en bas à droite, là, juste pour un comparable, les marchés baissiers, on ajoute un petit peu moins de valeur dans les marchés baissiers, mais on le fait de façon récurrente à 100 %. C'est juste parce qu'on n'a pas été capable d'inclure dans cette période-là la crise financière et aussi la bulle techno. Et dans les marchés aussi, évidemment, là, on a eu une sous-performance importante l'année passée, ce qui a fait en sorte que ça a fait passer notre capture des marchés haussiers à moins 1,6 %, mais on croit fermement que cette tendance tire à sa fin et puis qu'on va ajouter de la valeur dans les deux cas au cours des prochaines années. Finalement, je vais parler un peu des facteurs ESG. C'est très bien documenté que les facteurs ESG prennent une place importante au niveau, on peut aller à la page 10, au niveau des investisseurs institutionnels, on parle de plus en plus de l'environnement. C'est juste pour vous dire que chez Exavest, on prend ça à cœur. On intègre les facteurs ESG dans nos activités quotidiennes et aussi dans la gestion de portefeuille. Et on pense que le marché de l'épargne individuelle est à nos portes. Tout le monde va prendre une position de plus en plus importante au niveau de comment on gère par rapport à l'environnement, les enjeux sociaux et les enjeux de gouvernance. Donc, Exavest est quand même à l'avant-plan de ces discussions et aussi de ces inclusions-là dans sa gestion de portefeuille. Donc, ça conclut un peu le sommaire de comment on gère le portefeuille. Maintenant, je vais vous amener à la section contexte de marché et de stratégie. Donc, passez vraiment les 10 à 12 prochaines minutes sur qu'est-ce qu'on voit pour les marchés 2018 et 2019. Donc, allons à la page 12. Vous voyez ici, je vous parlais tantôt de nos 3 vecteurs. Voici nos perspectives mondiales. Vous voyez ici, en haut, la première boîte, nos 3 vecteurs. Donc, en ce moment, sur l'environnement macroéconomique, on a un neutre. Sur l'évaluation, on est à 3 négatifs. Vous voyez que ça, c'est le maximum négatif qu'on peut être. Et le sentiment, on est à triple négatif aussi. Donc, un scénario qui, pour nous, mise sur la prudence. On a commencé à avoir certaines cracks au mois de février et on les a vécues aussi au mois de mars-avril. On voit là que les marchés commencent à être un petit peu plus volatiles. Pourquoi neutre sur l'environnement macroéconomique? Parce que force est d'admettre que l'économie mondiale se porte quand même relativement bien. Ça va très bien en Europe, ça va très bien au Japon par rapport à son historique. Où on a un petit bémol, c'est peut-être en Chine. On voit que les marchés émergents ont un négatif. Quand vous voyez les perspectives régionales dans la deuxième boîte, la Chine est quand même à un niveau où là, on commence à miser de plus en plus au niveau du gouvernement sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, peut-être qu'on va voir un peu moins d'investissement au niveau des infrastructures, de l'immobilier, et on voit aussi une bulle possible dans le système bancaire en Chine qui est quand même très opaque. Donc, pour l'environnement macroéconomique, pas trop d'inquiétude au cours des 12 prochains mois. Au niveau de l'évaluation, triple négatif, vous allez voir à travers quelques tableaux que j'ai mis, l'évaluation est très dispendieuse un peu partout sur la planète, mais principalement aux États-Unis. Vous voyez là, dans les perspectives régionales, triple négatif pour les États-Unis. Donc, c'est vraiment le marché le plus cher et de loin, qui est dans sa plus haute fourchette historique là, au niveau de l'évaluation. On aime quand même bien d'autres régions. L'Europe est un peu moins chère.
L'Asie-Pacifique, beaucoup moins cher, mais il faut prendre en considération que le Japon, quand on le compare à son historique à long terme, on a vécu une bulle qui a amené les titres japonais de façon très dispendieuse dans les années 80, mais on aime quand même une certaine partie du marché japonais. Et les marchés émergents qui étaient très attrayants il y a peut-être 12 à 18 mois, est une transaction qui maintenant a fait son temps et on a pris des profits. On commence à être de plus en plus neutre sur les marchés émergents, considérant la forte performance relative. Finalement, le sentiment, donc c'est où on est à contre-courant. Ça exprime le fait que tout le monde est positionné dans des actifs risqués. Pourquoi? Parce que les dernières années n'ont pas pu permettre d'aller chercher du rendement ailleurs que dans les actions. Donc, tout le monde est pleinement investi dans des actions et il y a beaucoup de monde qui sont à des niveaux d'investissement dans les actifs risqués qui sont peut-être pas dans leur zone de confort habituelle. On peut penser à notamment des gens qui avaient besoin du rendement de leurs obligations, qui sont plus capables d'aller chercher. Quand on renouvelle une obligation aujourd'hui à 2 2,5 3 aux États-Unis, c'est pas suffisant pour subvenir à leurs besoins. Donc, les gens se sont réfugiés dans des placements qui permettaient d'aller chercher un rendement plus élevé, mais qui vient aussi avec un risque plus élevé. Donc, au net, on voit qu'on préfère l'Europe et on évite quand même de façon importante l'Amérique du Nord. Ceci amène quand même des occasions. On va parler des occasions et des risques là, en page 13. Donc, j'ai parlé de la zone euro. C'est une région qui a quand même une très belle croissance, qui est au-dessus du potentiel en 2017. Devrait se poursuivre, peut-être pas au même niveau, mais quand même de façon attrayante en 2018. Vraiment moins distendieuse et aussi boudée par les investisseurs ces derniers temps. Une des occasions qu'on voit aussi, c'est l'inflation et les taux d'intérêt. Bon, tout le monde a très peur qu'on voit les taux d'intérêt monter de façon vertigineuse. Force est d'admettre qu'ils ont monté quand même pas mal depuis, disons, les 6 derniers mois. Mais très difficile de voir les taux d'intérêt aller beaucoup plus haut parce que on est dans un environnement où il y a de l'endettement important dans le système dans le système corporatif, principalement aux États-Unis. Donc, et aussi, il va y avoir un appétit pour les obligations éventuellement. Quand les taux se mettent à monter comme ça, on devrait avoir un cap du moins sur les taux obligataires américains. Ce qui, pour nous, est une bonne nouvelle, sachant qu'il y a très peu d'inflation en ce moment. Et les taux d'intérêt, on le sait, sont là pour essayer de mettre un plafond sur l'inflation. Une autre occasion qu'on aime beaucoup, c'est le style valeur versus le style croissance ou le style momentum. Donc, on est dans une longue période de sous-performance des titres valeurs depuis près de 40 ans de sous-performance. On n'a jamais vu ça. Ça fait 9 ans qu'on est dans un cycle où la croissance année après année, continue à surperformer. Donc, pour nous, c'est une belle opportunité d'être dans des secteurs valeurs et en plus, les secteurs valeurs sont des secteurs défensifs présentement. Au niveau des risques, retour de la volatilité. Donc, il y a toujours une perception d'invincibilité, mais on voit que quand même, les gens ont été ébranlés avec ce qui s'est passé au mois de février, avec une baisse des marchés de 8 ça rebondit très rapidement, mais là, on voit que les gens commencent à revoir leur niveau de risque, leur niveau de tolérance au risque, et on pense que ça va amener des occasions éventuelles. Un risque qu'on peut voir, c'est une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, principalement par ce qu'on appelle le dérapage fiscal. Donc, on voit un gouvernement qui fait beaucoup de laxisme, continue à s'endetter et augmenter le plafond de dette du pays. Donc, ça peut avoir un risque sur les taux. Et finalement, un autre risque qui est quand même très peu estimé par les investisseurs, c'est une guerre potentielle au niveau du trade war mondial. Donc, on a parlé beaucoup des dernières semaines de l'ALENA, on a parlé de la Chine versus les États-Unis. On pense que c'est un scénario peu probable, puis on essaie de tempérer le jeu présentement, mais force est d'admettre que c'est un nouveau discours qu'on n'avait pas entendu depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est un risque potentiel. Donc, je vais mettre un tableau pour chacun des vecteurs juste pour exprimer un peu notre vue. Donc, on le voit en page 14 pour l'environnement macroéconomique. La croissance estimée pour 2018 pour le monde est de 3,2 %. On n'est pas nécessairement en désaccord. On pense qu'on va peut-être tourner plus autour de 2,7 à 2,9, notamment parce qu'on pense que la Chine va ralentir et peut-être que les États-Unis ne vont pas tirer leur épingle du jeu comme ils l'ont fait en 2017.
Donc, pour nous, c'est un peu dans la norme historique. Donc, c'est pour ça qu'on maintient un neutre. Ce qu'on n'aime pas voir, par exemple, c'est les anticipations des économistes de prévoir exactement la même croissance qu'on a vécue en 2017. C'est souvent où on peut voir des risques. Quand on extrapole ce qui s'est passé dans les derniers trimestres, puis on se dit, c'est ce qui va se passer en 2018, ça, souvent, ça amène des surprises qui sont négatives. Donc, on va garder un œil certainement sur l'environnement macroéconomique. Page 15, l'évaluation. Donc, ici, on donne vraiment le topo sur chacune des régions, lesquelles sont chères, lesquelles sont moins chères. Vous le voyez sur le tableau à droite. Ça, c'est les déciles d'évaluation historique des marchés boursiers. On commence par la gauche de ce tableau. Les États-Unis, vous voyez, là, entre décembre 2016 jusqu'à mars 2018, on est passé à une période où on est à un niveau où on était près de la plus haute fourchette historique. Aujourd'hui, on se transige à peu près au 85e percentile de sa distribution historique, donc très cher. Les autres sont quand même chers, mais on voit que l'Europe est un peu moins dispendieuse que les États-Unis. Les marchés émergents se sont beaucoup appréciés dans les derniers trimestres, donc on voit là, que la barre verte des marchés émergents est rendue très élevée. Donc, pour nous, c'est là qu'on a commencé à prendre des profits et on aime aussi le Japon qui est très peu dispendieux. De somme toute, le marché mondial, en ce moment, tourne autour du 8e décile. Donc, pour nous, c'est quand même des marchés qui sont très chers. Finalement, au niveau de l'évaluation, on a notre indice interne en page 16. C'est vraiment notre indice maison qui, vous voyez, sur le tableau, l'indice de cherté est brisé un peu par différents niveaux de cherté. On voit qu'on est présentement dans le double négatif au niveau de la cherté. Et le tableau de l'axe de droite qui est en bleu, lui, est un axe inversé qui, historiquement, démontre la performance des 12 prochains mois versus la ligne rouge, qui a une corrélation très importante. Donc, plus la ligne rouge monte, plus on anticipe des rendements négatifs au cours des 12 prochains mois. Maintenant, si on regarde la ligne rouge, ça veut dire qu'on devrait militer pour des rendements de moins 10 au cours des 12 prochains mois sur les actions mondiales. Finalement, au niveau du sentiment, on peut voir en page 17, quand je vous parlais que le style momentum était très, très prisé en ce moment versus le style valeur, on voit la surperformance marquée des titres valeurs. On a juste notamment à penser des fameux titres FANG, Facebook, Amazon, Netflix et Google, qui sont vraiment devenus des chouchous là, du marché et qui montent sans cesse et surtout à des multiples phénoménales. Donc, c'est un endroit qu'on essaie d'éviter parce qu'on pense que là, tout le monde est embarqué dans ces trades-là. Et nous, on préfère être dans des compagnies stables qui ont une bonne visibilité des bénéfices et qui, souvent, dans une période de baisse de marché, devraient excessivement bien faire par rapport à des titres momentum. Finalement, dernière slide sur le sentiment, on voit ici l'appétit des investisseurs par secteur à droite. Quand on regarde les banques, les technologies, les assurances, consommation discrétionnaire, industrielle, c'est tous des secteurs qui sont typiquement très croissance, qui sont cycliques de nature, qui devraient très, très bien faire, advenant des surprises positives sur l'économie. On pense que ces surprises-là sont derrière nous. Puis ce qui est boudé, c'est ce qu'on voit, là, les utilities ou les services aux collectivités, le secteur des télécommunications, le secteur de la consommation de base, des secteurs défensifs de nature qui sont sous-pondérés fortement par les investisseurs à titre d'investisseurs contre-courant. Pour nous, là, on aime mieux détenir ceux qui sont sous-pondérés versus surpondérés. On voit à gauche, finalement, la position des spéculateurs sur les obligations. Donc, plus la ligne est basse, plus les hausses de taux sont anticipées. C'est un autre outil à contre-courant pour nous. Donc, comme tout le monde pense que les taux de hausse vont se faire, les hausses de taux vont se faire, ben pour nous, c'est facile de voir qu'on devrait être de l'autre côté de la transaction, considérant que tout le monde est déjà pleinement investi dans des titres qui devraient bien faire dans les hausses de taux. Donc, somme toute, un environnement où on veut être prudent. On peut voir en page 19 la répartition du portefeuille.
Donc, qu'est-ce qu'on recherche dans un portefeuille, dans notre portefeuille quand on entrevoit une correction de marché? Ben, on cherche des secteurs défensifs qui sont attrayants. On le voit à droite, en haut, le secteur télécom, services aux collectivités, consommation de base, santé, des secteurs quand même très défensifs. On évite l'industrie et la technologie de l'information. Au niveau des devises, on aime le yen japonais. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge historiquement dans les baisses de marché. Et puis finalement, au niveau des écarts géographiques, on préfère avoir de l'encaisse, on est près de notre maximum, on sous-pondère quand même l'Amérique du Nord et on aime davantage l'Europe. Ça, c'est au 31 mars, mais sachez que maintenant, on a réduit dans les derniers jours notre exposition au marché émergent et on est maintenant surpondéré l'Europe de 5 %. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez attendre de Exavest? Bien, un processus qui a bien fait à travers le temps. Depuis 25 ans maintenant qu'on gère des actions mondiales, on a un excellent rendement historique et on protège bien en baisse de marché. On a une équipe qui est stable et qui est hautement motivée, un groupe de 12 personnes avec 200 ans d'expérience et finalement une approche top-down qui permet de diversifier vraiment un portefeuille qui devrait éviter les bulles excessives qu'on peut voir dans le marché. Typiquement, avec Exavest, ce que vous avez, c'est vous avez un gestionnaire qui va très, très bien faire dans un environnement de baisse. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là et puis je peux prendre des questions s'il y en a. Oui, merci beaucoup, Olivier. Comme mentionné, on va passer à la période de questions. Première question, quelle ampleur voyez-vous une baisse des marchés et quel pourrait être le déclencheur d'une baisse éventuelle? OK, bonne question. Évidemment, là, la baisse des marchés, on n'entrevoit rien comme 2008 ou la bulle techno. On pense juste que, considérant que l'économie mondiale va relativement bien, faudrait juste revenir à des niveaux d'évaluation un peu plus normaux. Donc, une baisse des marchés des niveaux actuels devrait être autour de 10 à 15 ça serait très sain. Il n'y a pas de problème à revenir à des niveaux normaux, surtout dans des secteurs qui se transigent maintenant à des multiples très élevés et où on pourrait avoir peut-être un peu plus de baisse au niveau régional, c'est peut-être plus aux États-Unis, qui est beaucoup plus axé vers la technologie. On le sait, l'indice est maintenant rendu près de 28-29 % en technologie. Donc, pour nous, là, peut-être qu'il va y avoir plus d'opportunités au niveau des États-Unis plus tard, mais certainement, c'est vraiment aux États-Unis qu'on a le plus d'inquiétude. Qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur? Ça, si on avait une boule de cristal, ça serait idéal, mais on le sait toujours 6 à 9 mois après que ça s'est passé. Est-ce que le déclencheur, ça va être que les taux sont montés trop rapidement puis ça a mis un frein à l'économie? Ça peut être ça. Est-ce que ça peut être une guerre commerciale qui fait monter le protectionnisme? Puis le protectionnisme, inévitablement, c'est très néfaste pour l'économie mondiale parce que tout le monde y perd. Est-ce que ça peut être une guerre quelque part? On ne le sait pas, mais certainement, on pense que le suspect numéro 1, ça va juste être le retour de la volatilité parce que les gens, à travers les 5, 6, 7 dernières années, ont juste accumulé tellement de risques dans leur portefeuille en achetant uniquement des actions que c'est ça qui pourrait faire débouler le marché. Si on a un épisode de volatilité, bien là, tout le monde veut vendre, puis là, le lendemain, les gens veulent vendre parce que là, ils voient les rendements encore baisser davantage. Donc, souvent, c'est un effet boule de neige qui est stimulé par un petit événement qui est vraiment pas escompté dans le marché. Parfait. Puis, pouvez-vous commenter aussi peut-être sur les raisons de détenir un maximum d'encaisse en ce moment? Oui, bien effectivement, quand on anticipe une baisse des marchés, on veut avoir de l'encaisse, on veut être capable de saisir ces opportunités-là. Comme on a été capable de faire en 2008-2009, le marché a baissé de façon substantielle. Le marché avait baissé à l'époque de près de 40 on avait baissé d'à peu près 10, donc on avait très, très bien fait. Et puis, on avait du cash pour redéployer vers des titres qui étaient rendus quasiment en prix de faillite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut en ce moment, considérant notre scénario de base. Mais, en même temps, il faut aussi admettre que quand on regarde la dispersion des évaluations entre les secteurs,
Les secteurs défensifs ont quand même bien fait à travers les dernières années. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs à haut dividende, puis les gens se sont réfugiés aussi dans les secteurs à haut dividende, autant que dans les secteurs cycliques. Donc, la dispersion de l'évaluation entre tous les secteurs n'est pas si élevée que ça. Donc, dans une baisse de marché, si jamais les secteurs défensifs faisaient moins bien que ce qu'on pourrait anticiper, bien avoir de l'encaisse, certainement, ça protège à 100% la baisse. Donc, c'est vraiment une question que tout a monté en même temps, non seulement les titres cycliques, mais aussi les titres défensifs. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Très intéressant comme présentation. Merci à tous. Ceci conclut la présentation. Revenez-nous fin mai pour notre prochain webinaire avec l'équipe d'Exaves. Donc, bonne journée à tous.